Vous êtes à l'hôtel Batelière avec gtmac.fr sur Maxime Martinique. Vous êtes avec les expertes et les experts automoto. Il est 18h, on peut s'applaudir bien fort. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Et oui, le grand talk show du secteur des nouvelles mobilités revient comme chaque semaine avec JM de la bande à JM, qu'on peut applaudir aussi bien fort. Merci à lui, c'est vraiment charmant ce mec. Merci à Speedy Martinique, merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane, à Joe Magazine et merci à l'hôtel Batelière qui nous reçoit évidemment toutes les semaines. Justement, cette semaine, nous sommes plus que jamais éclectiques dans nos chroniques, grâce notamment à Éléonore Théodos, qu'on peut applaudir bien fort. Merci à elle. Andrea Tufano. Eh oui. Dany Lemouliec, on l'applaudit bien fort. Yona Namrit qui nous rejoint dans un petit moment. Orlan Nadiva qui nous rejoindra dans 15 jours, oui, puisqu'elle est en déplacement en Guadeloupe. Et on oui, l'embrasse. Elle a un job. Hein. Et oui. Bisous Orlan. Et oui, on lui fait des gros bisous et on la voit dans une pense à toi Orlan, tu nous manques. Exactement, elle nous manque énormément. On le revoit donc dans 15 jours. Et bien sûr, Jimmy Thomer, qu'on peut applaudir. Bonsoir à tous. Allez, ce sont les premiers podcasts fabriqués aux Antilles. Ils sont destinés aux enfants, en particulier au début en tout cas. Le premier s'appelle Compé Manicou. Éléonore Théodose recevra dans un instant qui ? Gérald Joseph Alexandre. Comment ? Gérald Joseph Alexandre. Voilà, excellent. Donc on le reçoit dans un petit moment. C'est le premier créateur de podcast donc ultramarin. Puis Vanny Lemouliec nous proposera dans sa série Art et Culture de recevoir Mayana Beaupied qui évolue artistiquement avec A Pencil in the Heart. On verra donc cela tout à l'heure. Et enfin, JM de la bande JM, parce qu'il bosse de temps en temps, recevra Julie Jaccaria, kinésithérapeute. Nous parlerons Octobre Rose et cancer du sein et surtout de la seconde édition de la Vague Rose au Diamant, la Vague Rose Fight de Cancer, le 1er octobre, place de Dizac au Diamant. Enfin, ça démarre le 1er octobre et ça tournera tous les dimanches du mois d'octobre, donc au Diamant, sur plusieurs communes. On le verra tout à l'heure. On l'avait déjà reçu l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et oui, on est sûr, je m'en souviens très bien. On a beaucoup de femmes autour de nous, donc le dépistage du cancer, c'est important. On en reparlera. Ça permet de sachant que ça concerne en majorité les femmes, mais aussi les hommes. Et aussi les hommes, on l'avait vu. C'était une partie de notre débat de l'année dernière, justement. Même si le pourcentage est quand même assez bas, mais c'est vrai que les femmes sont... Et on a vu que c'était un cancer surtout qui était, s'il était bien dépisté rapidement, c'est un cancer qu'on pouvait soigner assez facilement. Comme la prostate. Ça fait partie des cancers qui se soignent les plus facilement, les cancers de la prostate. Voire encore mieux que celui, malheureusement, du cancer du sein. Exactement. Et bien donc, justement, on en parle tout à l'heure dans un petit moment. On se tourne vers Éléonore avec un grand plaisir. Éléonore, comment ça va ? Très bien. Dans ta vie, ça va comment dans ta vie ? Dans ma vie, vraiment, c'est le moment de poser cette question. Mais oui, moi je trouvais que c'est sympa de savoir qu'est-ce que tu fais, je sais pas, le soir, le matin. Non, mais je pense à toi. Le matin, mais c'est gentil ça. Mais tu sais, j'entends l'écho en fait. Ben oui, donc, je te dis ce que tu as envie d'entendre, mon cher Jean. Je suis contente de vous rejoindre cette semaine et je suis sûre qu'on va se régaler avec les différents sujets. Eh bien, écoute, on attaque par toi. Eh oui, on attaque par moi. Et les podcasts ultramarins. Les podcasts, vous connaissez mon amour pour la radio d'abord, et puis aussi pour l'écoute d'émissions choisies avec des thématiques. Et c'est vrai que moi, j'ai pris cette habitude quand j'étais dans l'Hexagone et beaucoup moins en étant en Martinique, parce que finalement, ça va être des rediffusions qui peuvent provenir d'ailleurs, pas forcément d'ici. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait la rencontre, de par mes sorties, parce que c'est une rencontre humaine, et puis ensuite, oui, parce que je sors un petit peu. Surprenant. Surprenant. Est-ce que tu as déjà rencontré un ou une de tes invités hors soirée ? Bien sûr, tout le temps. Ça m'arrive tout le temps. C'est dingue, le peu que je sors, à chaque fois que je sors, je tombe sur elle. À la soirée au Club Med, de partout. C'est bien, voilà. Bon, moi, je ne sors pas. Je tombe sur elle aussi. Tout le temps. Même au cours de twerk. Et de yoga. Donc voilà, vous êtes au courant de ma vie, il n'y a plus rien de privé. J'en reviens quand même à mes petits. Reste ton numéro de téléphone peut-être. Oui, c'est ça. Non, c'est fini. Eh bien, mon invité de ce soir se nomme Gérald Joseph Alexandre. Alors Gérald, vous êtes passionné de voyage et entrepreneur dans l'âme. Vous avez plus d'une corde à votre arc. Homme sensoriel, vous arpentez les rives du monde, vous inspirant de ces expériences de voyage pour créer, selon
selon vos envies. Vos modes d'expression sont riches. La cuisine, la photo, l'entrepreneuriat sont des supports variés qui vous permettent de donner vie à vos aspirations. Épicurien, vous faites rimer plaisir avec professionnalisme. Alors, depuis plus de 10 ans, vous travaillez dans le e-commerce et vous conseillez de grands groupes. Vous avez cofondé Platypus Agency avec Nicolas Gallois. Et il faut savoir que ça commence avec une histoire extraordinaire puisque vous l'avez fondé non pas en France, mais en Amérique latine. Est-ce que vous pouvez un petit peu revenir sur cette étape de votre vie, puis on va avancer jusqu'à arriver à votre projet de TAN? Alors déjà, merci beaucoup de me recevoir ce soir et merci pour ce portrait qui est très frissonnant. Effectivement, j'ai créé Platypus Agency en 2012 à Bogota avec Nicolas à l'époque, qui est lui franco-colombien. Et en fait, on a eu cette opportunité de le faire et on a voulu lier l'aventure entrepreneuriale à une aventure humaine. Et donc découvrir aussi le pays de sa mère. Et donc créer Platypus là-bas et donc tout faire en fait. Donc recruter des personnes à Bogota, les faire venir de la côte Caraïbe et structurer l'entreprise, trouver les locaux, créer la structure, enfin tout faire là-bas. Alors ça, c'était un travail que vous avez fait avec lui, que vous avez développé, mais vous ne vous êtes pas arrêté là, puisque vous pouvez faire aussi du conseil pour des entreprises qui vous le demandent partout, hein, où on vous demande. Exactement. D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes un agent mondial, vous êtes un citoyen du monde, vous pouvez travailler d'une plage, comme d'une montagne, comme d'un bureau. Qu'est-ce que c'est qu'une journée type chez vous ? En fait, je suis ce qu'on appelle un slasher finalement. Donc la journée type, c'est compliqué à définir. En tout cas, ça va être un réveil très tôt, que je suis très matinal, où je vais regarder un petit peu le soleil se lever, aller voir mes poules, qui me chérissent beaucoup. Et après, en fait, ça va être vraiment de me connecter à tous ceux avec qui je travaille, qui sont pas forcément là où je suis en général et qui sont dans le monde entier, et voir un petit peu quels sont les messages qu'ils m'ont laissés et faire déjà un premier petit bilan de ma journée et m'organiser par rapport à ça. Alors vous avez aussi développé des compétences dans le e-commerce qui concernent une méthode qui s'appelle Agile, c'est bien ça, vous allez donner des conseils de méthodologie aux personnes qui viennent vous demander. Vous m'avez expliqué que c'était une philosophie d'entrepreneuriat. On a eu de longues discussions pour préparer cette interview parce que je vous assure que le digital, c'est vraiment une technicité, un vocabulaire, il faut vraiment comprendre ce qui s'y passe. On sent bien que derrière tout ça, il y a le dynamisme des entreprises de maintenant. Il y a du digital dans tout. Bien sûr, c'est fondamental aujourd'hui pour pouvoir développer son entreprise et développer sa marque et faire du business. Le digital, maintenant, il est vraiment intrinsèquement lié à ce qu'on fait en réalité. Donc, il faut vraiment se l'approprier et voir comment on peut en tirer le meilleur dans ce qu'on fait. Et même si on est boulanger, en fait, il y a une dimension digitale à prendre en compte. Alors, je vous l'ai dit, vous êtes pluridisciplinaire, vous touchez à plein de choses. Comment est venue l'idée de vous rajouter une tâche, de développer une nouvelle entreprise avec TAN ? En fait, je suis quelqu'un de passionné, de passion et de passionné. Et j'ai la passion du podcast et je me suis dit, j'ai fait le constat en fait qu'il n'y a pas de podcast qui va traiter des thématiques ultramarines. Et c'est comme ça que je suis arrivé à créer TAN, qui du coup va traiter, en tout cas voudra traiter en tout cas les podcasts avec langue ultramarin en général. Alors comment vous avez choisi ce nom TAN ? TAN, en fait, c'est très simple, c'est entendre en créole. Et c'est un mot qui est compris dans différents créoles, que ce soit martiniquais, guadeloupéen, haïtien, guyanais, et plus ou moins aussi le créole réunionnais. En tout cas, ils le comprennent le mot à peu près. Ils arrivent à retrouver la racine par rapport à leur créole. Alors, je vais l'orthographier pour ceux qui nous écoutent. Et si vous souhaitez faire une recherche, c'est T-A-2-N. Voilà, ça sera plus facile de vous trouver dans les moteurs de recherche. Vous n'êtes pas à votre banc d'essai, hein, puisque dans l'innovation, on peut dire que vous avez déjà marqué les esprits. Je pense notamment au Tour des Yoles. Tout à fait. Il y a déjà, depuis 2015, en 2015, on a conçu en fait le projet YOL 365 qui avait comme vocation de digitaliser tous les YOL avec une application mobile qui permettait d'avoir en fait réellement les YOL sur téléphone mobile, de suivre en temps réel où elles étaient avec du contenu, photos, vidéos et aussi descriptif sur l'activité de la YOL. On sent bien vraiment l'innovation derrière votre volonté. Donc Ton, vous vous lancez là-dessus. On est aussi dans une culture d'oralité, hein, en Martinique, dans la Caraïbe, où on répète les contes, où le slam a toute sa place actuellement, où on aime écouter, réfléchir sur des thématiques. Il fallait avoir aussi une trace, pas forcément pour les gens qui écoutent la radio, mais pour des personnes qui sont libres, qui ont envie de faire leur sport, et ensuite aller vers le podcast, et surtout choisir une thématique qui leur plaise. Là, vous avez sorti, on va pouvoir parler des différentes émissions
que déjà Jean-Marc a pu évoquer, notamment la première sur le Parlement ultramarin, la seconde où on va être sur une chanson en histoire, et ensuite Yo Check This pour la jeunesse, et puis vous avez vous-même une tranche sur des sujets digitaux, et enfin les aventures de Compé Manicou. Alors il a fallu trancher sur ces différentes thématiques, vous deviez foisonner d'idées. Comment avez-vous arbitré ? En fait, je me suis dit dès le départ, il faut que je puisse montrer que Temps est un studio généraliste. On va traiter de plein de thématiques et d'avoir des cibles diverses et variées. Donc effectivement, les enfants, les adultes en CSP+, un peu Madame Tout le Monde, Monsieur Madame Tout le Monde avec la partie musicale, et toucher au sentimental, nostalgie par rapport à ça. Et puis moi qui c'est une expérience dans le digital, pouvoir vulgariser et partager mon expérience au travers du podcast du coup IDOSA. Et puis celui qui existe pour le Saint-Martin, c'est le premier podcast client qu'on a fait pour la parole de Saint-Martin, pour le coup. D'accord. Juste une question, c'est quoi la valorisation finale ? C'est quoi la valorisation ? C'est quoi l'idée de la valorisation ? C'est d'amener des gens à venir voir le podcast par définition, parce que je vois que vous en avez sorti un aussi sur le harcèlement, on est pile poil dans l'actualité là. Tout à fait, celui-là pour le coup, c'est comment les jeunes, pour le coup de Saint-Martin, peuvent trouver du contenu qui les intéresse. Ils ne vont pas les poser ces questions-là à leurs parents, potentiellement. Donc aujourd'hui, ils peuvent le poser à des professionnels de santé et puis écouter les podcasts. Et tous les jeunes, du coup, peuvent s'acculturer là-dessus sans tabou, en réalité. C'est ça. Et après, l'idée, c'est d'être un petit peu un référent, non ? C'est ça ? Oui, en tout cas, être référent sur la création de podcasts sur le territoire d'outre-mer. Et pour le coup, essayer d'amener les gens, justement, à consommer du podcast de plus en plus, comme ça se fait en Hexagone. Et comment vous qualifierez votre communauté ou votre audience ? Elle est plutôt jeune, elle est plutôt... On a de tout pour le moment, et justement avec le podcast comme Chanson en histoire, on va pouvoir aller toucher ceux qui sont un peu plus âgés. On prend des chansons d'années 50, d'années 60, choses comme ça, et notamment la partie aussi politique également, elle sera aussi plus âgée. C'est vraiment disparate entre Compé Manicou qui est pour enfants entre 3 à 10 ans, et puis le politique qui est déjà un peu plus âgé, en effet. D'accord. Alors comment choisissez-vous vos voix ? Alors, avant et vos personnalités, parce qu'il y a la thématique, vous arrivez avec la thématique en disant il faut que je trouve la personne, ou certaines d'entre elles sont arrivées avec le projet et vous avez pris le package. Alors, pour les premiers, c'est moi qui suis allé les chercher. C'est-à-dire que moi, je voulais un podcast politique, je dis qui me faut pour ça, et j'ai trouvé Jade, pour le coup, j'essaie de je l'ai convaincue de me suivre dans l'aventure, c'était pas gagné au départ, mais elle m'a suivi, je suis très content. Pour le podcast pour enfants, c'est Guillaume Ruffin, qui en fait est un ami d'une amie, et qui m'a du coup suivi là-dessus aussi, parce qu'en fait, lui, il avait envie d'écrire pour les enfants de chez nous. Donc, il l'a remarqué directement. Et voilà, déjà, au moins pour cela, donc c'est moi qui suis allé chercher Evali, qui est une amie à moi, que j'ai dit non, Vali, ce que tu fais, c'est trop canon. J'adore ce que tu fais. Il faut que tu vulgarises ça au plus grand nombre et que tout le monde puisse se rendre compte de ton talent et ce que tu fais aujourd'hui. Juste une question, Eleonore, pour que nos auditeurs comprennent bien. C'est quoi un podcast, en fait, concrètement ? Alors, le podcast, c'est la contraction de deux mots. Du mot iPod, donc le baladeur d'Apple, et du mot broadcast, qui veut dire diffuser en anglais. Donc, du coup, c'est la consommation en balado-diffusion d'un contenu audio. C'est ça un podcast. Donc c'est la suite logique du scrollage en fait, hein, on est d'accord ? C'est-à-dire qu'on scrolle justement pour voir des podcasts à quelque part. Alors on va pas forcément scroller parce qu'on va arriver directement sur un podcast. Aujourd'hui, la découverte de podcasts se fait sur les plateformes de streaming comme Apple Podcasts, comme Spotify. Et en fait aujourd'hui on va être recommandé d'écouter tel ou tel podcast. Et puis il y a beaucoup de sociétés. Là, moi je pense à Binge Audio, dont je suis très friande, dans l'Hexagone avec des sujets très sociaux. Ça peut être aussi varié. Vous allez sur cette plateforme et puis vous pouvez écouter. Alors des fois, c'est un petit peu décrié en disant que s'il y avait que des podcasts, les gens n'écouteraient que ce qu'ils ont envie d'écouter, et donc ça empêche une certaine ouverture, parce que la radio est différente là-dessus, parce que quand on met la radio, finalement, on s'impose à l'information qui nous est donnée. Quel est le chemin pour arriver au podcast en fait ? C'est une plateforme. C'est une plateforme. En fait, il faut aller d'abord sur la plateforme. C'est-à-dire qu'il faut, ça réveille une envie d'abord au départ. Alors, soit une plateforme, soit un média qui existe déjà. Mais il y a de la promotion. Les informations le font. Oui, il y a de la promotion, même sur Instagram. On peut faire une promotion d'un podcast. On le met dans une story. On le met dans plusieurs supports, différents canaux de communication qui nous permettent de mettre en avant un podcast, tout comme on pourrait mettre en avant du contenu éditorial sur nos réseaux. Et c'est Eleonore. Donc, en fait, l'idée, c'est quand même d'être influenceur, finalement, quelque part. Le podcast, par définition, c'est une communauté. C'est sa vocation. Alors, en fait, si on prend les auteurs de façon indépendante, aujourd'hui, beaucoup de YouTubeurs sont allés sur le podcasting. Là, pour le coup, nous, c'est vraiment des auteurs que j'ai pris pour devenir podcasteurs. Donc, pas influenceurs
en soi. Nous, on va créer du contenu de qualité, donc on n'est pas pour influencer les gens. On est sur un positionnement, en tout cas chez Tendre, assez, on va dire... je dirais pas éducatif, en tout cas, vraiment des choses on n'est pas là pour faire du mainstream par rapport au contenu. On veut vraiment apporter de la valeur dans ce qu'on va faire. Et donc, du coup, si on influence de par la qualité, c'est très bien pour ça, c'est gagné pour le coup. Mais on n'est pas là, en tout cas, pour influencer en général sur tout le podcast et tous les domaines. D'accord. Et puis vous veillez vraiment à la qualité du contenu. Tout à fait. C'est ça. Du fond et de la forme, oui, de la qualité audio, de la forme immersive sur la partie les soirs pour enfants, quand on a les bruits de chez nous, choses comme ça, tout à fait. En fait, l'avantage du podcast, c'est contrairement à une émission radio, c'est en continu. Et puis surtout, on peut l'écouter n'importe quand et à n'importe quelle heure, en faisant du sport, en étant même au travail. Alors souvent les podcasts sont du contenu assez sérieux, enfin, même autour de la musique il y a une histoire, donc on les écoute. C'est devenu un véritable moment à soi, un véritable moment de loisir. On s'assoit et on écoute son podcast et c'est vraiment addictif. Enfin, ceux qui s'y mettent, quand on attend son podcast sur une thématique comme on attend la suite d'une série sur Netflix. Mais en fait c'est vraiment le parallèle, parce que Netflix c'est le streaming de la vidéo et le podcast, le streaming de l'audio en réalité. Alors, il faut qu'on se rapproche peut-être pour faire des podcasts sur le secteur automobile, puisque nous on est en plein dedans. Avec grand plaisir. Donc, il faudrait qu'on discute un petit peu. On fera en antenne sûrement. Vas-y, Eleanor. Oui, exactement. Alors, qu'est-ce qui vous a influencé ? Est-ce qu'il y a des émissions qui vous plaisent, vous pouvez en citer, dont vous êtes friand, qu'elles soient caribéennes d'ailleurs ou qu'elles soient d'ailleurs ? Alors, le podcast que j'ai le plus écouté, après celui de RMC et de Full Foot, merci. c'est Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie, qui est vraiment intéressant parce que du coup, on va découvrir les entrepreneurs de France qui ont réussi. Et ça, c'est assez inspirant. Le deuxième que j'écoute beaucoup, c'est Dinguery Room d'Amel Chabi, donc produit par le studio Angle. Et là, en fait, c'est les humoristes en fait, français qui viennent et qui racontent un petit peu leur parcours de stand-up. Et ça, c'est super marrant, super intéressant. Ouais, c'est un format qui permet de développer vraiment une pensée. Là où dans une interview sur une émission radio, il va forcément y avoir une cassure par rapport à la publicité ou par rapport à la musique. C'est pas le même rythme. Et puis surtout, on peut l'utiliser et le partager. Parce que combien de podcasts, moi, j'ai pu partager avec des amis. On va ensuite échanger dessus. On va s'enrichir grâce à ça. Là, je vois Vanny qui réagit. Qu'est-ce que tu en penses, Vanny ? Ah oui, moi, je suis totalement d'accord. Alors, moi, je suis très livre audio. Donc, c'est quand même un parallèle, mais un voisin, en effet. Et c'est vrai que c'est chouette. Comme on va parler d'une série, on faisait le parallèle tout à l'heure, avec des amis, là, ça va être, est-ce que tu as entendu le dernier épisode de ce podcast ? Et en effet, alors, en plus, comme ce sont des sujets variés, ça peut aussi bien être, en effet, une histoire et donc quelque chose de fun, mais aussi mettre un débat sur la table lors d'une soirée entre amis, et c'est très intéressant. Juste une question, Eleanor. Ta relation à la transition énergétique, aux nouvelles mobilités, est-ce que dans ta tête, ça travaille aussi un petit peu de ce côté-là ? Parce que on sait qu'on a des objectifs, la France en particulier, la Martinique inclus, 2030-2050, donc sur les nouvelles mobilités plus vertueuses. Est-ce que ça réveille des podcasts potentiels ? Alors, il y a de plus en plus de podcasts qui vont se créer autour de la transition énergétique, l'écologie, choses comme ça, pour sensibiliser. Moi, je suis formateur justement dans le podcast, et dans les élèves qu'on peut avoir, il y en a qui veulent lancer des podcasts autour de ça. Il y en a qui se font. Il y a même, j'ai oublié son prénom, mais qui en vit. Il a un podcast autour de l'écologie et il a envie aujourd'hui d'être podcasteur autour de ça. Donc il y a vraiment des sujets qui sont divers et variés. Et après, c'est chaque podcasteur qui va du coup impulser sa vision, son angle par rapport à ce qu'il veut faire. Mais finalement, le podcast s'inscrit dans cette génération où les personnes, grâce aux réseaux sociaux comme Instagram, Snapchat, vont s'auto-promouvoir. Donc on est parti d'avant une staricisation des gens qui étaient vraiment connus, et puis il y avait le public, et maintenant à partir du moment où on a un outil, on peut soi-même se mettre au devant de la scène et faire écouter ce qu'on a à dire, avec plus ou moins de succès. Vous, on a bien entendu que c'était une entreprise et puis qu'il y a une philosophie et vous tenez à avoir un futur bien construit, on va y venir, mais c'est un objet qui s'ouvre à tout à chacun. Finalement, il faut un ordinateur, un micro et des choses à dire avec une construction, et ça, vous pouvez accompagner au développement de podcasts les personnes qui viennent vous voir pour être formées. Exactement, c'est ça. Qu'elle soit effectivement un particulier ou une entreprise, nous, on peut accompagner à définir la stratégie, quelle est sa cible, sa ligne éditoriale, son fil conducteur,
conducteur pour chaque podcast, le nom de son podcast, le visuel du podcast, et vraiment réussir à créer une structure autour de lui pour lui dire, voilà comment tu vas pouvoir développer ce que tu as en tête et le mettre en podcast et te créer ton audience derrière ça. Et dans votre avenir, alors, qu'est-ce que vous imaginez? Est-ce que vous avez des idées? Alors, on a bien compris, on aura un podcast de JM bientôt. Ouais, sûrement. Il en meurt d'envie. Sûrement. Surtout d'Andrea d'abord. Les premiers, c'est Andrea qui commence. Exactement. Avec gtmag.fr, c'est elle qui commence les premiers podcasts. Mais ça va suivre derrière. J'ai hâte. Alors, on viendra vous voir sûrement. Ça ne vaut pas contrat, ne vous inquiétez pas. Toujours est-il que vous, quelles sont vos idées pour le futur? Vers quoi vous voulez amener donc votre entreprise? Alors, au niveau du business de Tand, en fait, c'est 55% du podcast qui est ce podcast de marque, comme on dit, une marque ou institution. Donc nous, effectivement, pour développer Tand, on va chercher des clients pour produire des podcasts pour des institutions ou des entreprises aujourd'hui. Moi, ce que je veux aussi sur mes podcasts à moi, c'est faire grandir l'audience pour pouvoir après monétiser par la publicité. Donc ça, c'est vraiment la partie économique du podcast, c'est ça. C'est les podcasts de marque, institution et la publicité. Donc gagner de l'argent, finalement, c'est quand même un objectif de base. Hein, c'est de base, pour vivre. Bien sûr, pour vivre. Et ce qui est bien, c'est qu'on prend du plaisir en même temps. On est arrivé à la fin. Oui. On peut le remercier. Merci beaucoup, Gérald, d'avoir été parmi nous. Gérald, et oui, ça passe toujours trop vite. Ça a été très intéressant de découvrir un petit peu ce monde qui, franchement, que beaucoup de jeunes connaissent, même les moins jeunes d'ailleurs, mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore le monde du podcast. Et du coup, ça nous a éclairé. C'est de la bonne info, comme on dit souvent chez nous. Hein. La vraie. En tout cas, merci encore. Merci à vous. On essaie de te voir pour des podcasts sur l'automobile. Avec grand plaisir. C'est bien, il ne te met pas la pression. On fait une petite pause publicitaire. À tout à l'heure. Merci à vous. Merci. Et bonsoir à tous, c'est le retour de la bande AJM sur Maxi Martinique en direct de l'hôtel Batelière. On s'applaudit bien fort. On retrouve JM et toute sa bande, comme d'habitude, bien en forme pour le plus grand talk show des Antilles. Et oui, c'est nous. Carrément. Carrément, boum. Voilà. On accueille bien évidemment Éléonore Théodosque, là on applaudit bien fort. Éléonore Théodosque. Vanny Lemouliec, Jimmy Thomer, Orlane qui n'est pas là malheureusement. Bientôt. Bientôt, elle est parmi nous bientôt. Yona qu'on accueille aussi chaleureusement. Et bien évidemment, JM. De la bande AJM. Voilà, et surtout, merci à nos partenaires, surtout un grand merci à Crédit Mutuel Antilles-Guyane, Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation, et merci à Jo Magazine, et également merci à gtmag.fr, bien évidemment. Évidemment, c'est grâce à GTMag que tout ça existe. Et en plus, merci à l'hôtel Batelière, je ne sais pas si tu l'as dit, l'hôtel Batelière. Bien sûr que je l'ai dit, bien évidemment. On est content aussi de retrouver Vanny en pleine forme, toute souriante. Alors, si vous êtes... Alors moi, je vous propose d'aller directement sur la vidéo. Ouais, parce qu'elle est un peu rouge, rouge. Hein. Parce qu'elle est bronzée de ses bronzés, elle est encore plus belle que d'habitude. C'est incroyable. Elle brille. Non, mais c'est incroyable, hein. Elle est en pleine forme. C'est celle qui est la plus en forme d'entre nous. C'est pas tout à fait la vérité d'ailleurs. Oui, bon. C'est pas tout à fait la vérité. Exactement. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on fait ça pour la façade. C'est on fait ça pour la façade. Mais Jimmy, alors, comment tu vas, Jimmy? Eh ben, il est là, le Jimmy, toujours fidèle au poste, toujours présent. Dès qu'il y a de la lumière, il rentre. Donc, je voulais féliciter. Non, dès qu'il y a de la nourriture, dès qu'il y a à manger. Non. Et Jimmy, je voulais te féliciter parce qu'on a eu des dizaines, mais c'est vrai en plus, des dizaines de mails de gens qui nous ont écrit pour l'intervention que tu as fait la semaine dernière concernant les circuits automobiles. Tu sais que ça touche le grand public ici. Ouais, tout à fait. Et du coup, tout le monde a dit, mais il a raison, Jimmy, il faut monter un circuit. Moi, j'en ai pris plein la tête. Hein, j'avais fait un peu l'avocat du diable, je sais pas si tu te rappelles. J'avais dit oui, ça coûte cher, etc., etc. Non, les gens sont pro Jimmy. Et je pense pro Jimmy, c'est surtout Sandy David qui était l'invité d'Orlane et qui en a parlé, puisque de par son activité en tant que pilote instructeur, c'est lui qui peut être à l'initiative de ce type de projet-là. Donc oui, c'était un sujet engageant. Mais ton intervention sur les circuits a été très remarquée. Donc, c'est le but, on est là pour ça, on n'est pas expert pour rien. J'ai trouvé un rendez-vous avec le Crédit Mutuel pour faire un investissement, donc pour acheter ce circuit. Et voilà, le Crédit Mutuel qui est partenaire de l'émission. La semaine prochaine. Sandy, si tu nous écoutes. Un petit 10 millions d'euros. Pourquoi pas. Mais en tout cas, vraiment bravo pour ton intervention. C'est une bonne intervention. Avec plaisir, on continue sur la même lancée. Allez, juste
juste avant de partir avec l'invité de Vanny, avec plaisir, on parle d'Emmanuel Macron qui était l'invité du 20h de TF1 cette semaine, vous l'avez vu, il a parlé de décarbonation et il a parlé aussi surtout des 40 milliards d'euros qui seront investis l'année prochaine sur la transition énergétique par la France. Et l'objectif prioritaire au national comme à l'international, c'est de sortir du charbon, évidemment, l'énergie fossile qui est la plus polluante selon les scientifiques. Et pourquoi j'en parle ce soir, c'est parce qu'il a parlé d'automobile, bien sûr, et qu'il a proposé ce fameux leasing à 100 €, donc une possibilité pour les gens qui seraient en difficulté, donc ça concerne un certain nombre de ménages sur le plan fiscal, donc des gens qui ne pourraient pas réaliser leur transition énergétique par manque de moyens. Donc le gouvernement va mettre en place en fin d'année, voire en début d'année au maximum, donc ce leasing à 100 € pour l'achat d'un véhicule électrique en France ou en Europe. Il faudra qu'il soit produit en France ou en Europe. Donc voilà. Donc GT Mag avec Andrea Tufano a fouillé un petit peu tout ça et on sait maintenant quelles sont les voitures, même si la liste des véhicules n'a pas encore été donnée par le gouvernement, mais on a nos petites entrées quand même à l'Elysée grâce à Andrea. Ça sera la Renault. Tous les jours. Tous les jours. J'appelle, je passe le coup de téléphone. Allez, hop. Donc la Renault Zoé sûrement, donc et la Twingo, la Peugeot 208 pour les citadines ou encore la Citroën Ami, vous savez cette petite voiture sans permis qu'on va essayer bientôt. Qui est arrivée chez Sodiva. Qui est arrivée chez Sodiva, qu'on va essayer bientôt. Et bien cette voiture, elle sera élue. Donc, ça, je veux bien faire l'essai. Oui, et c'est comme Éléonore n'a pas son permis. Non, mais vous avez fini, je vais avoir des gros problèmes après cette émission. Le problème, c'est qu'il n'y a que 2 places. Mais vous venez quand vous voulez pour faire l'essai, parce que franchement, c'est un essai qui va valoir le coup. J'adore. En tout cas, la durée de location. On va essayer de ne pas la retourner. Non, mais j'ai une Smart pendant des années, donc je maîtrise. Eh ben, franchement, moi je l'ai trouvé sympa. En plus, elle est un peu baroudeuse, cette amie là. Elle n'a pas de porte, elle a, enfin des demi-portes. C'est un buggy. Non. C'est un buggy, on dirait un buggy. Tu vois? Non, mais on va l'essayer. Regardez sur GT Mag bientôt. On doit l'essayer dans les jours qui viennent, donc vous allez voir. Je reviens au leasing d'Emmanuel Macron. Donc la durée de la location pourra s'étendre jusqu'à 5 ans avec une limite de kilométrage compris entre 10 000 et 15 000 km. Donc, et d'ailleurs, le ministre des Transports, Clément Beaune, avait annoncé cette aide il y a quelques temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on en avait parlé dans cette émission. Donc, qui est réservée aux ménages aux revenus fiscaux inférieurs à 14 000 €, soit 100 000 personnes sur le territoire seraient concernées par ce leasing. Pourquoi j'en parle particulièrement ce soir? Parce que les ménages doivent pouvoir, devraient pouvoir enregistrer leurs demandes dès cet automne, donc, et les premières commandes pourront se faire début 2024 via une plateforme en ligne, selon donc Le Figaro cette fois-ci. Voilà, c'était bon à savoir. Merci, au revoir. Même si c'est de l'actualité, on adore. Et oui, cette émission, elle est quand même une émission automoto. Allez, on a le plaisir de se tourner vers Vanny, bien sûr, qui va nous parler donc de Maïana Beaupied qu'on accueille sur ce plateau avec plaisir. Et moi, je sais pas, j'ai lu A Pencil in the Heart. I don't know. Alors, à l'anglais, si on l'a fait bien, c'est Pencil in the Heart. Oh, the Heart. Yes. Là, ça rend mieux, là. T'as vu tout de suite, là, ça rend mieux. C'est différent. Tu vois? Exactement. Okay. Alors, donc, Vanny. Alors, bonsoir Maïana. Bonsoir. Donc, il faut savoir que Maïana est très curieuse de nature et en fait, elle a baigné dans l'art depuis petite. Elle va nous en dire plus, mais en fait, elle est tombée dedans comme Obélix dans la potion magique. Et donc, aujourd'hui, elle est en partie illustratrice parce que ce n'est pas son activité principale. À l'heure actuelle, en tout cas. Donc, Maïana, petite question. Depuis quand dessines-tu ? Je dessine déjà à titre de divertissement depuis vraiment l'âge de, on va dire, 10-11 ans. Et je le fais de façon un peu plus professionnelle depuis à peu près 6-7 ans. Et c'est une passion que je cultive et qui m'a été transmise en fait par ma mère qui dessinait, la tante de mon père qui dessinait également. Et j'ai toujours baigné dans un environnement artistique aussi. Mes parents sont musiciens, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours côtoyé. T'as baigné dedans. Baigné dedans, exactement, c'est ça. Exactement. Et j'ai remarqué que le dessin, Vanny, sans couper ta chronique, mais j'ai remarqué que le dessin, c'est souvent transmis dans la famille. C'est vrai. Quand quelqu'un s'est dessiné dans la famille, le père ou la mère, généralement les enfants dessinent aussi derrière. Comme un gène un peu... c'est pas évident pour la musique, mais pour le dessin, c'est plus facile. La musique, disons que j'ai quand même aussi cet intérêt, parce qu'en fait, j'associe aussi le dessin et la musique, dans le sens où la musique m'inspire énormément quand je dessine, alors qu'avant, j'étais incapable de dessiner
dessiner dans un environnement musical. Il fallait vraiment que je me fasse cette bulle de protection, je dirais. Pour silence. De silence, exactement. Et puis de recevoir vraiment l'inspiration. Et là, je sens que j'arrive à... se laisse porter. C'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'on arrive à redis-le parce qu'on a oui, elle se laisse porter en fait. Voilà. Faut parler un peu plus fort si on veut t'entendre. C'est vraiment l'idée de se laisser porter parce que je ressens vraiment au niveau des vibrations de la musique que l'inspiration peut complètement dévier et je me retrouve avec une idée de départ. Et finalement, avec une sonorité, exactement. Et puis, j'ai une inspiration au début, et puis j'arpente un petit peu un chemin, et avec la mélodie, des fois, j'arrive à un résultat un peu inattendu, et c'est assez intéressant. C'est assez merveilleux en plus. Moi, je suis allé voir sur Facebook, c'est splendide ce que tu fais. Merci. Merci. Alors, décris-nous, Vanny, parce que moi, je connais pas. Alors, vous verrez, on mettra un lien avec des images sur la vidéo, mais c'est un univers assez magique en fait, j'ai envie de dire, parce que Maïana s'inspire. Alors tu vas me dire après, moi je donne mon ressenti, mais de choses, objets ou humains, mais vraiment réels, et en les mélangeant, ça donne son art, ses illustrations, mais en fait c'est souvent un mélange d'univers qui, quand ils se rencontrent, donne quelque chose d'un peu magique. Et justement, Maïana, tu dis que tu t'inspires. Bon, déjà, tu vas pouvoir dire si j'ai plus ou moins raison, mais tu dis que tu t'inspires de la musique, mais quand tu commences une illustration, est-ce que tu as, avant d'être dans ton mood de création, une idée de ce qui va apparaître sur le papier ? Il y a toujours ce côté magique du dessin où on part vraiment de la feuille vierge, et la musique est là effectivement pour transporter. Mais je ne pars jamais d'un croquis. En fait, quand je dessine, je pars toujours d'un mot ou d'une phrase, en fait. Et souvent, quand on dessine, on se dit, on part d'un croquis, on fait un premier jet, on fait une esquisse. Et en fait, vraiment, souvent, c'est un mot. Des fois, j'ai un flash qui me vient, donc j'écris le mot. Ou alors, ça peut être une phrase ou des mots qui viennent se télescoper, finalement. Et puis, j'arrive à un dessin qui est assez surprenant et qui est vraiment inspiré de la végétation locale, des minéraux. Et l'inspiration, elle est plutôt surréaliste. Quand on regarde un petit peu ce que je fais, très poétique, mais vraiment surréaliste. Ça a l'air d'être très surréaliste, effectivement. Comme des métaphores. Est-ce que vous seriez pas une sirène par hasard, non ? C'est exactement ça. Le mot est juste, en fait, c'est vraiment j'ai envie de dire, la traduction picturale d'une métaphore complètement, parce qu'on est vraiment dans cette image d'onirisme. C'est vraiment ça qui décrit un petit peu ce que je fais. C'est en étant, excuse-moi, mais juste en étant sur ton réseau sur Instagram, et en parcourant un petit peu les images, c'est vraiment ce qui ressort, ce côté très poétique et très artistique, ça, et qui pour moi est la définition même de la métaphore couchée sur le papier en fait. Méfions-nous, est-ce que ça serait pas une sirène Non, parce qu'elles sont, c'est le devil. Elle est quand même très dans les poissons, les crustacés, etc. Il y a des motifs qui reviennent très régulièrement. Mais attention, si vous liez votre art aux émotions et à ce que vous ressentez, vous avez bien caractérisé la notion d'évolution. C'est ça. Il vous arrive-t-il de dessiner des choses sombres ? Alors j'ai eu une période effectivement, quand on regarde au tout début d'ailleurs au niveau de mon compte Instagram, les premiers dessins étaient un peu plus obscurs. Et ce qui est très intéressant justement, c'est de voir ce cheminement émotionnel à travers l'art. Et on voit qu'il y a des motifs effectivement qui reviennent parce que c'est de la traduction de l'inconscient aussi forcément. Et on tend vers quelque chose de plus en plus lumineux. Et d'ailleurs, vers les derniers dessins que j'ai faits, on a de la couleur qui commence à apparaître, en fait, petit à petit. Et c'est quoi qu'est-ce que vous utilisez pour dessiner ? Alors, c'est vraiment des crayons de tout type de grammage. En fait, on a des crayons très, très fins. Alors, pas de HB, évidemment, à part pour faire les esquisses, mais on a du 4B, 9B, jusqu'à 14B, donc très, très gras. Et avec ça, j'associe ce qu'on appelle des feutres Pigma Micron, donc des feutres qui sont très, très fins ou un peu plus épais, pour donner vraiment plus de relief aux ombres, un petit peu comme une encre de Chine, donc c'est assez intéressant. Et est-ce que quelquefois vous évitez certains dessins, de mettre en avant, vous dites non, voilà, je ne vais pas montrer ce dessin, je le garde pour moi, soit parce que c'est vraiment trop sensible ou que ça touche vraiment trop à l'être, justement. Comment ça se passe, le choix ? Est-ce que vraiment vous laissez aller la créativité et puis voilà, je l'offre à l'autre, ou alors vraiment je garde une part aussi d'intimité, de secret ? C'est une question qui est très intéressante parce que justement, il y a toujours ce rapport à l'art qui est très intime et on a l'impression qu'on va se mettre à nu et c'est complètement ça. Et j'ai un dessin d'ailleurs qui est assez évocateur en ce sens qui s'appelle Mise à nu et c'est toujours compliqué. Alors pas forcément de montrer, mais aussi
de se séparer d'un dessin. C'est-à-dire que des fois, on a des gens qui commencent à dire « Tiens, c'est intéressant ce que tu fais, ça m'interpelle, est-ce que tu proposes d'exposer ou est-ce que c'est possible de se procurer un de tes dessins ou j'aimerais l'offrir ?» Il y a toujours ce côté un peu au début, on se sépare d'une part de soi parce que c'est quelque chose qu'on exprime. Et, donc vous les vendez? Et je les vends, oui. Alors j'ai mis du temps à le faire parce que c'est quelque chose qui est au départ très personnel et j'ai eu toujours ce côté... assez délicat en fait par rapport à l'art, ce rapport un peu mercantile je dirais, où on peut accepter de se dire ok, là je peux en vivre. C'est ça. Alors, c'est très compliqué d'estimer, ouais. Vas-y. On va y arriver. Est-ce que comme pour l'écriture, finalement tout ça c'est très thérapeutique? Est-ce que ça permet soi-même de se libérer de certaines frustrations par exemple Complètement. Et en fait c'est une question qui est très intéressante parce que j'ai rencontré il y a récemment en fait une art thérapeute qui a réussi à lire des choses à travers ce que je fais et en fait il y a une sorte d'éveil, prise de conscience par rapport à certaines choses et puis justement je parlais de motifs qui reviennent et on a une lecture en fait qui est même spirituelle et c'est très intéressant de s'attarder des fois sur cette évolution complètement. Mali. Et justement vous avez abordé tous et Maya aussi mais le fait que est-ce qu'on peut se procurer tes dessins où est-ce qu'on peut les voir? Donc oui, il y a les réseaux sociaux, mais c'est un peu différent. On n'a pas le format, on n'a pas les textures, les couleurs sont quand même légèrement différentes. Donc, parle-nous de ton actualité à venir. Oui, alors en fait, j'ai une exposition qui va démarrer donc, le mercredi 4 octobre jusqu'au 13 novembre à Arévin, Bocaux Concept. C'est une petite boutique traiteur qui propose des vins et en même temps on peut se restaurer. Donc c'est à quel endroit donc cette boutique? Alors c'est à Ducos, au niveau de Cocotte. Voilà, dans la zone de Cocotte de Ducos. Zone Cocotte, d'accord. Donc le vernissage a lieu le mercredi 4 octobre à 18h30. Alors, on va l'afficher en plus sur la vidéo. Et ça restera combien de temps? Jusqu'au 13 novembre. Jusqu'au 13 novembre. Donc un peu plus d'un mois. Ça laisse et donc on pourra acheter aussi dans cette boutique? Bien sûr, c'est à disposition. Alors je vais exposer 17 dessins encadrés avec des formats différents. Ça peut aller jusqu'à quel format? On va dire presque du A1. Ok. Presque du A1, alors avec le cadre compris. Avec le cadre compris, en général, je dessine plutôt sur du A4, A3. C'est ça. Mais avec le cadre, on peut arriver à un format assez intéressant. Non, mais ça rend accessible l'art, cette dimension. C'est ça. Quand on parle sur des peintures énormes, même si on a les moyens, mais qu'on n'a pas la maison qui va avec. C'est un peu. J'achèterais bien cette peinture, mais il faut que j'achète la maison. C'est ça, voilà. C'est ça. Avec la sensibilité d'artiste. Pardon, justement, Éléonore disait donc quelle technique tu utilises. On a parlé beaucoup de dessins, de formats, mais il faut savoir que outre les illustrations, tu proposes aussi d'autres produits. Dis-nous en plus, donc sachant qu'il y a donc des produits que toi tu fais de ton inspiration, mais il y a aussi des commandes que l'on peut te passer. Alors disons qu'en fait je suis partie surtout des illustrations et petit à petit j'ai commencé à me lancer dans le design pour tatouage en fait. J'ai eu des personnes qui sont venues vers moi qui m'ont dit écoute voilà on est intéressés parce que des fois il y a des tatoueurs qui proposent des choses ou qui sont aussi dans la reproduction pour certains. Et puis voilà, des personnes m'ont dit écoute, ça peut être intéressant. Donc si je veux me faire tatouer Éléonore sur le bras gauche, je peux c'est possible. Une muse, voilà. Je peux venir te voir. C'est génial, mais c'est fabuleux. Il y aura toujours un aspect un peu onirique dans le forcément. Moi avec des tentacules. Des tentacules. Ah ouais, tu vois bien des tentacules, ouais. Quelque chose un peu chimérique. Non, mais c'est possible, tout à fait. Alors pour pas changer de sujet, mais garder notre sujet habituel qui est l'automobile, avec ton hypersensibilité, avec tout ce qu'on sait maintenant de toi. Comment tu approches justement les nouvelles mobilités? Est-ce que tu es dans la mobilité vertueuse? Est-ce que tu roules toi-même avec un véhicule plutôt hybride ou pas du tout? Ou est-ce que tu penses le faire un jour? Voilà, je te pose la question. Alors, j'ai pas un véhicule hybride, mais par contre, je sais que je fais en sorte de regrouper au maximum mes déplacements et dès que je peux faire les choses sans utiliser la voiture, là, je le fais. Je vais souvent à pied, même s'il faut marcher un petit peu. J'ai pas un rapport en fait avec la voiture qui est un rapport vraiment absolu, exactement. Pour moi, c'est pas une fin en soi de se déplacer en voiture et si on peut faire du covoiturage, prendre les transports en commun, voilà. Après, sans aller jusqu'à la voiture hybride, pourquoi pas, mais j'essaye, enfin en tout cas, de faire en sorte que les déplacements soient vraiment écologiques. Limité finalement, mais ça correspond bien. C'est ça. Ça correspond bien à la tendance aujourd'hui en Europe, en tout cas, un peu moins en Martinique à cause des infrastructures, bêtement. C'est un peu ça, mais ça va changer aussi. Mais ça fait plaisir quand même aussi de voir des gens qui sont prêts justement à changer leur comportement et devenir un peu éco-responsables quelque part. Et si vos dessins ont l'air aspirés de la nature, vous avez une sensibilité à l'environnement, parce que là on parle du transport, bien sûr. Oui. C'est un des paramètres essentiels qu'il faudra en
en tout cas modifier, changer, réfléchir. Il faudra réfléchir à ce sujet. Mais il y a aussi toutes les autres choses, c'est-à-dire consommer local, c'est-à-dire choisir des produits esthétiques qui sont respectueux et vertueuses. Il y a d'autres choses qui peuvent aussi vous... En fait, le local, justement, je rebondis sur ce que vous disiez, m'inspire énormément et j'ai eu l'occasion de travailler avec des entreprises, des personnes qui avaient des projets, par exemple, que ce soit des visuels ou quelque chose avec une philosophie derrière qui soit assez percutant, qui allie effectivement l'aspect artistique et en même temps cette notion de prise de position. Vous faisiez du design pour eux? C'est ça, c'est-à-dire que par exemple, ça peut être un visuel pour un packaging, ça peut être un logo, en tout cas une identité visuelle qui à la fois respecte aussi mon univers et qui aille dans le sens du message que ces entreprises veulent transmettre aussi. Et effectivement, l'environnement, j'ai cette connexion de toute façon avec la nature et avec cette île. Je suis quasiment née ici, donc il y a vraiment cette attache qui est assez forte. Oui, puis il faut continuer à pouvoir peindre des animaux qui sont encore en vie, quoi. Ce serait dommage de peindre demain des animaux qui n'existent plus. Et c'est un peu le problème qu'on a sur la planète aujourd'hui, même si la prise de conscience est difficile. Mais je voulais rappeler dans cette idée, dans cet esprit que France 2030, et moi je suis pas le publiciste du gouvernement, je veux dire, mais France 2030 et France 2050, il n'y a pas de possibilité de revenir en arrière. Donc il faut que les gens qui pensent que ça ne sera pas possible, il faut qu'ils pensent qu'ils se trompent, tout simplement. On recevait donc grâce à Vanny, et bravo Vanny, qui encore une fois fait dans les arts et la culture, et elle a raison de le faire. Et vous voyez que souvent, et je m'en excuse auprès de Vanny, souvent ces chroniques sont coupées parce qu'elles sont tellement intéressantes que tout le monde a besoin de poser des questions. En fait, je le prends pas mal parce que justement, ça veut dire que mon invité intéresse tout le monde. Exactement. Et du coup, c'est au contraire plutôt super. Et j'aime en fait faire découvrir des petites pépites qui ne sont pas forcément connues de tous et les faire ressortir. Et le but, c'est que aussi, on ait envie et les auditeurs aient envie de regarder le travail de Mayana. Et voilà. Merci Vanny, c'est vraiment sympa. Merci Mayana. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Donc, vous nous rappelez simplement quand est-ce qu'est l'exposition et où? Alors le vernissage, donc le mercredi 4 octobre à 18h30 à Arévin Boco Concept à Ducos, et l'exposition est visible. Cocotte. C'est ça, petite cocotte, et donc c'est visible jusqu'au 13 novembre. Voilà. Merci encore, à très vite en tout cas. Merci beaucoup. On fait une petite pause publicitaire, on se retrouve dans un moment. Et bonsoir à tous, c'est le retour de la bande AJM sur Maxime Martinique en direct de l'hôtel Batelière. Et je précise bien parce que monsieur m'a bien demandé de préciser, donc on est bien chez notre hôte sur l'hôtel Batelière. Merci à eux. Et donc merci à eux et on accueille bien fort la bande AJM. On accueille Éléonore Théodos. Yes. Vanny Le Mouliec, Jimmy Thomas, Orlan qui n'est pas parmi nous, mais bientôt le retour. Et Yona, nouvelle chroniqueuse pour cette saison. Et oui, bien sûr, moi-même. Et surtout, merci à nos partenaires Crédit Mutuel Antilles-Guyane, Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation. Et merci à Joe Magazine. Et bien évidemment, merci à gtmag.fr. Eh ouais, gtmag.fr. On en reparlera. On va en reparler, on va un petit peu en reparler. Voilà, tout à fait. Alors moi, j'ai le plaisir de recevoir donc quelqu'un qui est très important pour nous, parce qu'on avait déjà reçu Julie Jaccaria, qui est donc kinésithérapeute et qui chaque année s'y colle, on va dire, à cette histoire qui est une drôle d'histoire, pas si drôle que ça d'ailleurs, c'est l'histoire du cancer du sein. On aimerait bien que ça n'existe pas. Et Octobre Rose, qu'on suit nous depuis 10 ans, ça fait 10 ans que gtmag.fr avec grandautomobile.fr donc est partenaire d'Octobre Rose et qu'on pousse dans ce sens-là. Donc on est heureux de te recevoir. Et donc Julie Jaccaria, l'année dernière, a fait la première édition on peut dire, de la vague rose fight de cancer, c'est ça, hein? C'est ça, première édition l'an dernier, et là on réitère pour cette vague rose qui va déferler cette fois-ci sur plusieurs communes pour essayer de sensibiliser un maximum de personnes. Alors, donc, bien sûr, ça commence le 1er octobre, hein, c'est place d'Isaac au Diamant, c'est la centralisation, c'est place d'Isaac, premier rendez-vous. Là, on revient sur les rendez-vous de l'an dernier, du coup, on refait la première vague de cette année, ça va être
sur le souvenir de l'an dernier au Diamant. Alors, donc l'année dernière, ça s'était super bien passé. Il y avait eu énormément de monde, pas mal de stands et la fameuse marche rose, on peut en parler, ça commence comme ça en fait. Hein. Voilà, oui, on a eu un succès qui était assez inattendu. Ça s'est relayé beaucoup sur les réseaux et donc chaque manifestation commence par une marche rose à 8h. Donc là, en l'occurrence, au Diamant, c'était sur la plage, mais là, on aura d'autres communes qui va offrir son front de mer le plus souvent. Ensuite, on va avoir des activités physiques adaptées proposées par des prestataires, des profs de sport, des kinés, etc. Et en parallèle de ça, on a aussi un stand d'information du réseau des kinés du sein pour parler de ce qu'on fait en tant que kiné pendant la prise en charge des femmes atteintes du cancer du sein. Et on invite également cette année les associations de patientes, Amazon, Matete, Singulière. Et on aura aussi le CRCDC qui est le centre de dépistage. Donc cette année, on voit les choses un petit peu plus en grand. Et on se fait vraiment soutenir parce qu'on n'oublie pas que la sensibilisation en octobre, c'est le dépistage. Mais il n'y a pas que le dépistage, hein, on est d'accord. Hein, c'est-à-dire qu'il y a le dépistage. Alors, en octobre, c'est le dépistage, c'est lutter contre le cancer du sein, qui est vraiment dire à toutes les femmes qui ont, à partir de 50 ans, elles ont le dépistage à faire tous les 2 ans. Donc il y a le obligatoire. Voilà. Mais c'est pris en charge du coup. C'est pris en charge, il n'y a rien à... Enfin, elles reçoivent un courrier en fait à partir de 50 ans et tous les 2 ans. Et donc elles ont juste à prendre rendez-vous et après elles reçoivent les résultats. On ne va pas les solliciter s'il n'y a pas de souci, sinon on leur dit va falloir faire d'autres examens, échographie, etc. Je croyais que c'était tous les ans. Non, c'est tous les 2 ans. C'est tous les 2 ans. Après, il y a des spécificités familiales, etc. Ouais, une surveillance particulière. Voilà. Mais sinon, avant 50 ans, s'il y a des problèmes, il faut vraiment être attentive à l'autopalpation. Et ça aussi, pendant l'événement de la vague rose, on va faire des petits speeches d'autopalpation pour montrer comment ça se fait. Alors, il ne faut pas être parano et le faire tout le temps, il faut juste se détendre. Mais il faut être vigilant et savoir le faire parce que mais j'ai l'impression que le message passe de plus en plus parce que je vois que les mères parlent à leurs filles et les filles sont au courant, même mes garçons maintenant, enfin bon, forcément. C'est génial, c'est super. Ça veut dire que ça évolue. Ah oui, non mais voilà, ça rentre vraiment dans la sensibilisation, mais familiale. Et je trouve qu'en Martinique, on est très actif au niveau de Octobre Rose. On fait beaucoup de belles choses. Complètement. Je crois qu'on se met tous en rose le jeudi, par exemple. Et puis il y a quand même aussi beaucoup de femmes en Martinique, beaucoup plus de femmes aussi, donc ça compte aussi. Alors on a peut-être une spécificité un peu locale, malheureusement, comme le cancer de la prostate qu'on pouvait dire aussi par rapport à peut-être des produits particuliers. N'est-ce pas ? Mais voilà. Après, alors j'ai pas les chiffres pour les études, mais je sais pas exactement, mais c'est aussi les femmes sont aussi touchées de plus en plus jeunes. Oui. C'est justement ce que je veux. Oui. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que je suis, malheureusement, j'aurais pas voulu que ce soit le cas, mais je suis quand même surprise du nombre de personnes que je connais de manière rapprochée plus ou moins qui ont eu un cancer du sein déclaré entre 25 et 32 ans. Et ils sont souvent... C'est-à-dire, je connais 3 personnes qui ont mon âge et qui ont déjà subi... Dans l'Hexagone ou en Martinique ? On est dans l'Hexagone. D'accord. Non, ici j'ai rencontré personne qui a contracté ce cancer-là assez jeune, mais je l'ai rencontré. Et aussi aux États-Unis, quand j'ai vécu aux États-Unis, une jeune fille qui allait justement se faire une reconstruction mammaire, qui avait à peine 26 ans et qui s'était fait une ablation. Et je trouve qu'on incite les personnes de 50 ans à aller se faire dépister, ce qui est très bien et ce qu'il faut continuer à faire. Mais je trouve qu'il y a un manque de sensibilisation sur la jeune population qui dit « je suis jeune, je suis en bonne santé, c'est pas encore mes problèmes, ça vient plus tard ». Alors que non, justement, il faut prendre en considération le fait que ça peut arriver à n'importe quel âge, malheureusement, que c'est de plus en plus fréquent par rapport à notre alimentation, par rapport à tous les OGM, par rapport à notre mode de vie et notre système de vie, que ce soit aussi bien au niveau de la pollution et autres. Et je pense qu'il faut vraiment avoir une sensibilisation sur la jeunesse pour vraiment pousser de... Allez-y, on a un plaidoyer. Vous allez venir chaque je l'ai fait l'année dernière. Je l'ai fait cette année en Martinique justement. J'avais l'impression que j'avais une boule et j'en avais une. Ça a été une angoisse pendant des semaines et en fait il s'avère que ce sont des fibres, des micro-kystes qui sont bénins mais qui ressemblent vraiment à... Donc ça fait flipper sûrement. Exactement. Quel est le retour de votre précédente édition, alors de cette première édition? Comment ont réagi les gens et vous, votre sentiment? Alors c'était incroyablement
fort en fait de rencontrer les patientes, d'être contente de savoir que on était là, que les kinés existaient aussi pour la prise en charge spécifique des patientes, parce qu'en fait on savait pas. Il y a pas mal de gens qui savent pas. En fait, excuse-moi. En fait, le kiné, il intervient vraiment en fait, avant une opération potentielle et après une opération potentielle. En fait, plus on intervient tôt, moins il y a de risque d'avoir d'effets secondaires ou de conséquences désagréables. Donc c'est un cancer qui se dépiste assez bien, on va dire, s'il est pris précocement, on est d'accord. Plus c'est dépisté tôt, moins les traitements sont lourds. Donc par exemple, le but pour un chirurgien, ça va être de conserver le sein. Donc plus c'est tôt, moins il y a de dégâts, moins il y a d'ablation. Quand le cancer est un peu plus avancé, il y a risque de mastectomie, il y a risque de traitement un peu plus lourd derrière avec la chimiothérapie qui n'est pas systématique, parce que si ça reste un cancer qui n'est pas encore trop évolué, on va rester sur une tumorectomie qui est donc l'ablation uniquement de la tumeur, et donc on garde le sein, donc ça c'est quand même quelque chose d'important pour une femme. Et on peut ne pas avoir la chimiothérapie qui est quand même extrêmement lourde à porter, comme traitement, avec la perte de cheveux et toutes les conséquences. Et l'angoisse aussi. C'est très très lourd, c'est très très lourd. Après nous, on agit, j'ai envie de dire, on a ce discours-là auprès des médecins, c'est s'il vous plaît, envoyez-les nous en préopératoire, donc comme ça on les rencontre avant, comme ça on a vraiment moyen de discuter, d'échanger, de les rassurer, de leur apporter des réponses à toutes questions qu'elles ont, et on a la chance de pouvoir passer du temps avec elles, parce qu'elles sont perdues, ces femmes, elles savent pas, et nous on peut avoir ce temps. Alors je reviens à la question de Léonore qui était, à mon avis, excuse-moi Vanny, tu vas y arriver. C'était une très bonne question, mais je voudrais aller un peu plus loin sur cette question-là. Finalement, qui est venu dans cette opération? Alors, on a beaucoup de femmes, ça c'est clair, on a beaucoup de femmes, beaucoup de patients, parce que le message est véhiculé beaucoup par les collègues, heureusement. On a aussi les maris, on a les enfants, beaucoup les enfants, on a des jeunes. Alors l'année dernière, on a eu les étudiants kinés qui nous ont soutenus aussi, ça c'était super, ils reviennent cette année, je les remercie cœur. C'est génial de mobiliser la jeunesse aussi pour ça. On a eu des yoleurs qui sont venus. C'est bien. Excellent. Ouais. Donc on invite vraiment aussi les associations sportives à se joindre à nous, parce que nous, en tant que kiné, notre but, c'est aussi d'emmener les patients à reprendre le sport ou à se mettre au sport. Parce que le sport, quelle que soit l'intensité qu'on va pratiquer, c'est ce que tu disais tout à l'heure, par rapport à l'hygiène de vie qu'on va se donner en faisant du sport, on va améliorer les conséquences des traitements, radiothérapie en bougeant, parce que comme ça on n'a plus de raideur, on diminue les raideurs dues à la radiothérapie qui rétracte les tissus. Pareil avec la chirurgie. La chimiothérapie qui va fatiguer, qui va démuscler, etc. Donc là, l'activité physique et sportive va vraiment redynamiser. Il y a le côté social aussi qui va être intéressant. Donc nous, on a vraiment envie d'orienter les patientes là-dedans. Donc ça commence dans nos cabinets, mais après, on leur propose de faire des tas de choses. Et y avait-il des médecins ou j'imagine des chirurgiens plasticiens qui auraient pu être présents lors de cette marche? L'année dernière, on a eu une radiothérapeute, une chirurgienne, on a eu des kinés spécialisés dans le lymphœdème, le gros bras. Et cette année, on a... le docteur Aumont. On a chirurgienne. C'est elle qui vient ce dimanche parler des différents types de chirurgie post-cancer, en fait. Après, les mastectomies, l'ablation, reconstruction, les différents types de reconstruction, etc. Et il va y avoir vraiment une conférence débat avec les kinés qui vont aussi échanger et dire, qu'est-ce qu'on peut faire après une chirurgie, qu'est-ce qu'il va falloir travailler et qu'est-ce que les patients doivent faire pour vraiment se sentir bien. Parce que moi, souvent, j'ai des patients... Les médecins n'ont pas envoyé le message de dire, après l'intervention, allez voir le kiné. Alors nous, on les récupère peut-être 6 mois, 1 an derrière. Et c'est, j'ai mal au cou. Et puis en fait, quand on creuse dans le bilan, on se rend compte que la douleur cervicale vient de l'épaule et vient de l'ablation de la tumeur ou du sein. Et en fait, c'est quelque chose qui s'est installé progressivement, alors que si on traite tout de suite, on n'a plus ces conséquences. Donc c'est pour ça qu'on a un rôle intéressant. Alors maintenant, on a vu qui venait dans ce genre d'opération. Donc c'est les futurs qui vont venir sûrement à partir du 1er octobre. Oui. Et qu'est-ce qu'elles y ont trouvé finalement? Est-ce que vous avez des retours de ce côté-là? Alors on est très attendus cette année. Elles ont envie, les femmes, de nous revoir, de nous rencontrer, de nous soutenir. Après, il faut se dire qu'il y a
chaque année de plus en plus de femmes malheureusement touchées par le cancer. Et donc, c'est un moyen aussi de se retrouver, de se rencontrer et de se sentir moins seule. Parce qu'en plus, là, on a les associations de patientes qui seront là aussi avec nous. Alors, le fait de marcher tous en rose, c'est hyper symbolique pour tout le monde, en fait. Ça parle à beaucoup de gens. L'année dernière, j'ai fait des photos incroyables. Je replonge dans les albums, je me suis dit, waouh, on était tout ça. Mais c'était beau. En plus, la plage du Diamant, c'est juste magnifique, quoi. C'est sûr, c'est sûr. La couleur, ça unit. Il y a une homogénéité qui se fait. Le bleu, le rose, enfin, c'était superbe. On a eu des chevaux l'année dernière qui sont venus avec nous. Enfin, bon, c'était magique. Et j'ai hâte de commencer cette nouvelle vague. Alors, il y a plusieurs horaires. Hein. C'est sur donc, la première journée, je voyais. Planning du 1er octobre, ça commence donc à 8h avec la marche rose. C'est ça. L'heure du matin étant plus pratique pour le soleil. Ouais, et puis au fur et à mesure, il y a des activités telles que yoga, bootcamp, pilates, fitness, conférences débat de 11h à midi. Et à partir de 12h, il y aura des concerts, des animations et bien sûr les stands, les informations, l'autopalpation tout au long de la journée. Qui sera en concert? Surprise. Il y aura plusieurs. On s'habille en rose. On aimerait bien. Alors là, non, là c'est surprise. On a plein de musiciens. Alors je vais quand même donner une petite confidence, une petite exclue. Il y a une patiente qui joue de la guitare qui va venir. Enfin, c'est pas une patiente, c'est une dame qui vient de se faire opérer du cancer du sein et qui va venir jouer de la guitare. Je l'ai rencontrée complètement par hasard. Je voulais prendre des cours de guitare pour mon fils. Et là, je remarque quelque chose. Enfin, tout bête, mais je dis, vous mettez un coussin sous votre bras? Oui. Vous avez été opéré? Oui. Bon, ok. Bon, là, on parle. Et elle me dit, mais moi, je veux bien venir jouer de la guitare. Je dis, c'est pas vrai. Vous voulez venir jouer de la guitare? Mais avec génial, plaisir. Donc, et ce qui est incroyable, c'est qu'elle va venir avec son élève qui est en école de kiné. Donc, bon. Ah bah, on peut pas mieux faire. Vanny, tu voulais poser une question, je crois, Vanny. Oui, bon, c'est pas grave, le fil a été perdu depuis, mais c'était en fait. Alors aussi... bonne soirée, Vanny. C'était aussi pour dire que vous, en tant que kiné, vous avez aussi le bon rôle dans cette maladie parce que vous êtes l'accompagnant du positif. Enfin, tous les médecins essayent bien sûr, hein, j'imagine, de l'être également, mais c'est vrai que le kiné, c'est vraiment le fait d'aller de l'avant et de diminuer les douleurs, d'augmenter la mobilité. Donc, on a la chance d'avoir du temps avec ces patientes, mais c'est pas drôle tous les jours. Et il faut qu'on soit vraiment là. Et la séance va vraiment s'adapter en fonction d'elles. Et par exemple, si ça va pas, on va plus cajoler, écouter, masser. Si elles sont motivées, allez, on va y aller, on va motiver, etc. Mais c'est vrai qu'on les voit souvent et on essaye de les faire s'accrocher, se tenir. Mais c'est vrai que c'est vraiment un combat, enfin une traversée pour elles. C'est pas évident. Il y a 3 grandes étapes a priori. Donc il y a le dépistage. Bon, malheureusement, il y a la découverte effectivement de tumeurs, de choses comme ça. Ensuite, il y a l'acceptation de la maladie, c'est-à-dire que la maladie qui se développe avec la chimiothérapie, etc. Et puis parfois, il y a malheureusement une opération, une ablation, et là démarre une nouvelle étape. Il faut réapprendre à vivre avec, comment dire, un nouveau corps. Alors, souvent, il y a les traitements associés à la chirurgie qui font que. Comme je disais tout à l'heure, avec la chimiothérapie, on va perdre ses cheveux, ça va prendre le temps avant de repousser. Le corps va changer aussi. Le deuil de l'ancien soi. Ouais. Et puis après, en plus, souvent, les patientes ont un autre traitement pour vraiment lui casser les pattes à Scrab. C'est l'hormonothérapie. L'hormonothérapie, ça entraîne aussi des problèmes, des douleurs. Enfin, c'est pas simple. Après, vous qui voyez beaucoup de patientes qui ont eu ce problème, quel est le message d'espoir finalement qu'on peut... Qu'est-ce qui se dégage de tout ça finalement? Les femmes qui reprennent une vie presque normale ou quasiment normale? Alors, il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a... il y a une chose qui revient beaucoup, c'est la spiritualité. Quelle que soit la croyance qu'on a, croire, avoir de l'espoir, c'est une force que les femmes peuvent avoir et ça les aide énormément. Ensuite, être seule, c'est difficile. Donc, il faut vraiment se faire accompagner. Il ne faut pas rester seule dans cette maladie. Les associations aussi sont juste extraordinaires. Elles proposent des papotages, des rencontres, des activités physiques. Moi, je propose de la balnéo en mer. On se fait des câlins dans l'eau. Non mais sérieux, on se dit qu'on s'aime, on se fait de la mobilisation, on se fait de la respiration, on est à Grand'Anse, c'est juste magnifique. On a vraiment de la chance d'être sur cette île pour pouvoir faire de belles choses. Et ça, en fait, c'est prendre
le positif dans chaque chose, dans chaque petite chose. Dès qu'on boit un verre d'eau, dès qu'on voit une belle lumière et tout ça. Et c'est vraiment garder espoir, garder de la force et se dire qu'avec tout ça, en fait, ça va adoucir les choses. Et on croise les doigts pour passer tout ça et pour arriver à la rémission. Et là, vous citiez Matete comme exemple, parce qu'il y en a bien d'autres, il y a les Amazones. Ouais. Matete, je sais en l'occurrence qu'ils ils sont sur un projet qui développe une boutique dans le lieu qu'ils sont en train d'aménager, qui permet aux femmes de venir et de pouvoir essayer des sous-vêtements qui vont, le maquillage qu'il faut, d'avoir un aménagement qui est adapté à leur maladie. C'est ça. Et c'est aussi reconnaître que même dans la maladie, j'ai envie d'être coquette, même dans la maladie, et surtout dans la maladie, il faut que je me valorise et que j'ai une estime de moi qui remonte, parce qu'on a peur d'être un poids. On nous a éduqués comme ça, potomitan. Hein. La donc là, manque de féminité alors que non. Exactement. Et réussir à se réapproprier, comme vous le disiez tout à l'heure, son nouveau corps, parce que c'est pas évident non plus. Il n'y a pas tous égaux face à ça. Il y a des femmes, c'est comme l'accouchement, on ne voit rien, et il y en a d'autres qui vont... Aussi, mais dès que notre corps change, c'est une réacceptation de soi-même qui n'est pas toujours évidente, parce qu'il y a le regard des autres, oui, mais nous-mêmes, dans le miroir, est-ce qu'on arrive à souvent le pire ennemi, c'est nous-mêmes. Il y a beaucoup de femmes que je vois qui... c'est difficile de se regarder dans le miroir, de se toucher. Alors imaginez avec un conjoint ou alors quelqu'un qui est célibataire qui doit rencontrer quelqu'un. Et c'est un travail personnel qui met du temps. Alors je rappelle qu'on est avec Julie Jaccaria, qui est kinésithérapeute, qui organise donc la vague rose du diamant, j'ai envie de dire, avec le fight de cancer. Est-ce qu'il y a encore est-ce que vous pensez qu'il y a encore des femmes qui ignorent le fait que peuvent potentiellement avoir un cancer et qui ignorent la palpation, l'autopalpation par exemple, et qui ne se rendent pas au rendez-vous Je pense que le message passe quand même. Oui. Je pense que le message passe. C'est rare. Après, est-ce qu'elles vont se faire dépister? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de peur. Il y a des gens qui évitent d'aller se faire dépister parce qu'elles savent que ça va arriver. Et elles n'ont vraiment pas envie d'avoir ce diagnostic. Donc elles repoussent. Comme tout, de toute façon, les examens médicaux, il y a beaucoup de procrastination des fois. Rendez-vous donc le 1er octobre au Diamant à Dizac. On peut en reparler. Et juste 2 secondes, oui, je reprends. Donc là, cette année, on va aller sur 5 communes. 5 communes, oui. Le Diamant le 1er dimanche. Le 8, on est au Robert. Ensuite, on va à Sainte-Luce le 15. Ensuite, on est en train d'organiser pour faire l'ascension de la montagne Pelée. C'est quand même hyper symbolique. Génial. En plus, patrimoine mondial de l'UNESCO, les gars. On va recevoir bientôt donc la personne qui est à l'origine de tout ça. C'est ça. Ah, super. Et du coup, donc là, c'est encore dans les tuyaux. Donc voilà. Mais bon, on croise les doigts pour que ça se fasse. Et le 29, on est au Carbet avec les artichauts. C'est génial, ça. Eh bien, c'est juste génial. Merci, Julie Jaccaria. En tout cas, ça. Et puis, rendez-vous donc le 1er octobre. Ah ouais, vous venez tous les dimanches, je vous attends. Merci. Alors, vous étiez à l'hôtel Batelier avec gtmag.fr sur Maxime Martinique. Vous étiez avec les expertes et les experts automoto. On peut s'applaudir quand même. Et voilà, il est 19h, c'est la fin. C'était le grand talk show du secteur des nouvelles mobilités qui revient chaque semaine, vous le savez. Merci à Speedy Martinique, Crozatier Meubles, non, mais merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane, c'est pas grave. Merci à Joe Magazine et merci à l'hôtel Batelière. On peut donc remercier avec plaisir, si vous êtes d'accord, sous applaudissements, Éléonore Théodose, Andrea Pifano, Yona Namrit, Orlan Ladiva qui revient dans quelques jours, et Jimmy Tomer, qui est photographe aussi. Merci à Gérald qui est venu tout à l'heure pour les podcasts fabriqués aux Antilles destinés aux enfants pour commencer. Merci donc à Mayana Beaupied qui est venue nous voir, qui est avec son art. Voilà, exactement. Donc des magnifiques dessins à aller voir donc sur les réseaux sociaux. Et bien sûr merci à Julie donc Jaccaria, kinésithérapeute, qui nous a parlé donc d'Octobre Rose et du cancer du sein et surtout de la seconde édition de la Vague Rose au Diamant, la Vague Rose Fight de cancer, le 1er octobre place de Dizac et dans 5 communes au total. Ce week-end c'est tout le sport sur RMC Antilles, sachez-le, vous le savez, diffusé sur Maxime Martinique, et ne ratez surtout pas en cette période de Coupe du Monde du rugby, le Moscato Show avec Vincent Moscato, bien sûr, qui réclame Éléonore absolument. Je lui ai dit qu'il la rencontrerait bien sûr dès qu'il sera là dans l'émission. À la semaine prochaine.